Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série ASMR de l'horreur. Comme vous l'avez vu au titre, ce soir nous allons parler ensemble du Yeti, une sorte de gros nounours des neiges quoi. Aussi nommé j'ai toujours un problème avec ce mot, l'abominable, aussi nommé l'abominable homme des neiges depuis 1921. Cette créature ne serait connue sous le nom de Yeti que par les Sherpas du nord-est du Népal. Selon des versions, le mot Yeti viendrait du mot Yé-T, donc Y-E-H-T-E-H, Yété, qui signifierait animal des rochers. C'est donc en 1921 que le lieutenant Charles Howard Bury conduit une expédition pour explorer l'Everest, dont il relate les péripéties dans Mount Everest, The Reconnaissance. Dans ce livre, il décrit le moment où, à 6400 mètres, à peu près, donc déjà c'est quand même pas mal haut cette histoire, donc 6400 mètres d'altitude, il observe des empreintes de pas qu'il considère comme probablement causées par un grand loup gris. Donc c'est dans la neige un peu molle, donc on voit vraiment bien l'empreinte, mais aussi un peu plus loin il voit des empreintes qui semblent être celles qui semblent du moins semblables à celles de traces de pieds nus d'un homme. Donc à la rigueur qu'il trouve des empreintes de loup gris, pourquoi pas. Il y a des loups qui vivent dans des conditions vraiment très froides, mais des empreintes de pieds nus humains à 6400 mètres d'altitude dans la neige. Alors soit il y a quelqu'un qui craint pas le froid, ok, soit il y a quelqu'un qui s'est perdu à un moment quoi, ou qui a perdu ses chaussures et qui est en détresse. Donc il commence à poser sur la table l'hypothèse, ou du moins l'éventualité d'aller à la recherche de cet humain qui est pieds nus dans la neige, perdu en fait. Mais c'est à ce moment-là que son guide Sherpa lui apprend que ces traces en fait n'étaient pas celles vraiment d'un humain, mais plutôt de l'homme sauvage des neiges. Donc il va lui raconter finalement la légende du Yeti, de l'abominable homme des neiges. Et c'est grâce à cette expédition, à ce récit, que en fait cette histoire nous est parvenue. B.H. Hodgson est le premier Européen à faire référence explicitement au Yeti en évoquant des chasseurs népalais effrayés par un sauvage velu qualifié de Rakshas, qui signifie démon. Les premières mentions d'empreintes évoquant des pieds humains datent réellement de 1899, quoique d'autres aient été signalées en 1905. En novembre et décembre 1921, des journaux francophones utilisent l'expression abominable homme des neiges pour dire que le sujet en fait est un singe. En 1925, l'explorateur N.A. Tombasi de la Royal Geographic Society anglaise ainsi que John Hunt rapportent avoir observé des empreintes de Yeti sur le site du glacier de Semu en Sikkim. En 1936, le géologue suisse Augusto Ganser effectue un voyage d'exploration pendant 8 mois entre le Nanga Parbat et l'Everest au cœur de l'Himalaya. En 1942, Slavomir Ravis raconte qu'il fait route vers les Indes septentrionales après s'être évadé d'un goulag soviétique, et c'est à ce moment-là qu'il explique avoir croisé quelque part entre la frontière du Tibet et du Sikkim de créatures dont la silhouette rappelait un ours, ou du moins un type de
aussi été photographié en mai 1955 durant la première expédition française du Makalu. L'abbé Pierre Bordet, le géologue de l'expédition, a pu suivre les traces sur plus d'1 kilomètre et ainsi affirmer qu'elles avaient été produites par un animal bipède. Parce que oui, peut-être que c'est un animal qui s'est déplacé un instant sur ses 2 jambes et ensuite sur ses 2 pattes arrière et ensuite sur les 4. Là non, ce sont toujours des empreintes de 2 pattes ou 2 jambes. Il n'y a jamais d'empreintes supplémentaires. Donc déjà on va dire les caractéristiques de ce fameux Yeti s'affinent. Plusieurs de ces photographies ont d'ailleurs été publiées dans l'édition de Paris Match numéro 337 du 10 septembre 1955 et peu après elles ont été dessinées conformément à ces photos par l'auteur de bande dessinée Hergé dans son album Tintin au Tibet paru en 1960. En mars 1976, à 5300 mètres d'altitude sur l'Himalaya, René de Milleville photographie des traces de pas très distinctes dans la neige. Il aura l'occasion de rapporter de nombreux récits de paysans népalais témoignant avoir vu le Yéti. Par ailleurs, il a mis à disposition du Muséum national d'histoire naturelle des poils qui seraient attribués au Yéti. Michel Tranier a étudié ces poils et a conclu qu'ils appartenaient à un primate roux tel que l'orang-outan dont on a parlé un peu plus tôt. L'alpiniste Reinhold Messner entreprend une expédition sur les traces de l'animal. En fait, lui, il veut le trouver, pas forcément pour l'embêter dans son habitat naturel, mais pour apporter encore plus de preuves. Donc, il entreprend cette expédition en 1980. Il aurait lui-même aperçu le Yéti une nuit de juillet 1986, alors qu'il cherchait un village pour s'abriter dans une vallée perdue. Messner conclut que la légende de l'abominable homme des neiges provient d'un véritable animal finalement, apparenté à l'ours bleu du Tibet qui terrifierait les populations locales depuis des générations. Cet ours bleu du coup, appelé Chémo par les Sherpas, aurait la capacité de marcher sur ses pattes arrière et serait devenu dans le folklore local un homme sauvage. Cette conclusion n'a bien évidemment pas convaincu la communauté de la cryptozoologie, la communauté cryptozoologique. En 1997, comme d'autres occidentaux avant eux, 2 aventuriers français, Alexandre Poussin et Sylvain Tesson, découvrent en franchissant le col Bombank
scientifiquement et ce après des décennies de recherches infructueuses. Il y a aussi l'impossibilité pour une population de se maintenir au cours du temps avec un effectif de moins de 200 à 500 individus. On en parlait la dernière fois quand je vous ai fait la vidéo sur Bigfoot. Pour qu'une espèce perdure, il ne peut pas y avoir que deux en fait congénères. Il faut qu'il y ait une variété parce qu'il faut qu'il y ait un vrai métissage, une différente lignée ADN, parce que sinon les risques sont trop grands de maladies congénitales, comment on appelle ça? J'ai oublié le mot quand deux personnes de la même famille ont un enfant. De consanguinité, voilà. Et ça aide à faire disparaître en fait tout un peuple, une population ou un groupe complet, quoi. Voilà. Également l'impossibilité aussi pour une créature de cette taille, ou du moins de la taille comparable d'un homme ou un ours, de rester quasiment inaperçu, y compris lors d'expéditions parties à sa recherche, sans laisser ni fesses, donc ni excréments, ni restes de repas, ni traces sur le sol susceptibles d'être moulées. On rappelle que les traces dans la neige, ça fond, ça se recouvre, donc on peut pas vraiment mouler des traces sur la neige, du moins à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui c'est différent, attention. Ni des bouilles susceptibles d'être étudiées scientifiquement. Alors là, il y a des personnes qui disent oui, mais ils vivent à des milliers de mètres d'altitude où il neige, ça se trouve, leur corps ont juste été recouverts par la neige. Oui, mais non, genre c'est pas recevable, quoi. Il y a également la faible fiabilité de la plupart des témoignages et des observations. Les explorateurs cherchaient à trouver le Yéti et par conséquent ont donc pu imaginer l'apercevoir ou tout simplement interpréter des pas ou des récits pour que ça comble en fait leur curiosité et leurs attentes, pour satisfaire leurs attentes. Il y a également un problème avec la cohérence entre la description et les mythes liés aux hommes sauvages qui semblent constituer un universel chez les sociétés humaines de cette région montagneuse. On identifie un ours ou un orang-outan ou un homme sauvage. Il y a vraiment des différences entre ces trois-là en fait. C'est pas très clair et on aurait tendance peut-être à plus croire le mythe local puisque ça vient de chez eux que les explorateurs ou les potentiels témoins. Mais pareil, là c'est compliqué parce que est-ce que c'est du folklore, est-ce que c'est une histoire qu'un jour un papa raconte à son enfant qui voulait pas dormir et finalement ça s'est passé de génération en génération. C'est trop fin en fait, la classe est trop fine on va dire. Il y a également un caractère parfois vague, voire confus, des dénominations précises. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est de la fantaisie? Est-ce que ça a un aspect religieux? On ne sait pas. Et également, il y a surtout ce gros point d'ombre, c'est que les gens semblent vouloir récupérer, je mets des gros guillemets, récupérer de cette légende, de cette créature, le Yéti, un but créatif. Ça attire certains étrangers et ça rapporte de l'argent aux locaux, ça fait couler du papier, ça fait vendre des livres, des films, ça fait regarder des émissions, ça fait des sous quand on fait des reportages dessus. Un peu à la manière de Nessie, quoi. Ça rapporte économiquement à une région qui jusqu'à là était un peu inconnue sur la map monde. L'essentiel de la communauté scientifique considère que les mythes liés à des humanoïdes sauvages et velus peuvent être expliqués par
ça des croyances, j'aime pas trop, mais c'est un mélange entre quelque chose de réel et un mythe finalement, une légende. Et ah bah tiens, c'est lui qui dit, alors que ça se trouve c'est qu'un ours qui a rien demandé quoi. Selon Daniel Taylor, l'intérêt des chercheurs occidentaux pour le Yéti et plus généralement pour les hommes singes a émergé à l'époque victorienne, lorsque les explorateurs parcouraient le monde entier à la recherche du chaînon manquant entre l'homme et le singe. Ce serait donc une façon d'expliquer notre évolution comparée aux singes. Ce serait parce que dans leur tête c'est ok, on était ça, on évolue en ça, mais qu'est-ce qui empêche les singes d'évoluer en nous? Et surtout, il doit bien y avoir un entre-deux. C'est pas ou singe ou humain, il doit y avoir un entre-deux. Et ça doit être un entre-deux tellement intéressant à étudier, ouais, à analyser. Mais à ce jour, il y a des récits, il y a des folklores qui mentionnent un homme mi-singe mi-humain. Mais alors, oui, ils savent très bien se cacher. Et tant mieux pour eux, parce qu'il faut voir des fois ce que les... J'imagine pas ce que les gens feraient si un jour ils découvraient que c'était vrai. Ou alors, c'est qu'un mythe. Et les scientifiques n'arrivent toujours pas vraiment à expliquer pourquoi c'est ou singe ou humain. C'est ou pas vraiment développé ou trop développé parfois quoi. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je pense que vous connaissez, j'arrive toujours pas avec ce mot,